Cette semaine, c'est la morale kantienne que nous explorons avec philosophie. Et aujourd'hui, place à une question qui nous taraude toutes et tous. A-t-on le droit de mentir ? Bonjour, je suis très heureux de vous revoir. Je vous ai escorté, vous et vos clients, sur ma base. J'ai fait preuve d'hospitalité et de respect. Et là, je découvre avec stupeur que vous n'êtes qu'un imposteur. Capitaine, je vous en prie, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Permettez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un petit café ou un jus de fruits? Et votre soi-disant héros de guerre, Caramel, Talbot, il n'existe pas ce gars-là, c'était du vent. Je reconnais que nous avons pris quelques libertés artistiques, c'est vrai. Vous êtes entré sur une propriété du gouvernement Oh, sous un faux... doucement, attention, je ne suis pas expert dans vos procédures et vos protocoles, alors je suis sincèrement désolé de ce malentendu. Non, ça n'a rien de malentendu, c'est que essayez l'arnaque. de prendre du recul, d'accord? À qui fait-on du tort? Personne. Il n'y a pas eu de casse. Alors, où est le mal? La base est toujours là, pas vrai? Le B-52 aussi, je présume? B-29. Pardon? Vous m'avez menti, et vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous allez retirer immédiatement cette pub. Si je la vois une fois de plus à la télé, je vous traîne devant un magistrat militaire. Il ne vous fera pas de cadeau. Violation de propriété, fausse déclaration, prétendu acte de bravoure, vous aurez la totale. Sérieusement? Pour un spot publicitaire de 8 secondes? Enlevez-le tout de suite de l'antenne ou vous en paierez le prix. Écoutez, je suis avocat et j'ai l'habitude de ce genre de conversation toute la journée. Alors voilà ce que je propose. Moi, je ne vais pas me mettre à piloter des avions, alors vous, tenez-vous éloigné du tribunal. Les gars dans votre genre, ils se croient tout le temps plus malins que les autres. Et ils pensent qu'ils n'ont besoin d'être réglo avec personne. Mais un jour, la roue tourne. Elle tourne toujours. Bonjour Laura Tavernier. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie en préparation d'une thèse sur Kant et le problème du donné. Et bonjour à vous François Calori. Bonjour. Vous êtes maître de conférences à l'Université de Rennes et directeur de l'UFR de philosophie. Apparaît, je le signale, votre édition de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique? Non, pas du tout. Non, je croyais que votre édition allait sortir en Garnier Flammarion. Ça n'est pas le cas. Non, c'est pas grave. Ça ne vous intéresse pas? Si, ça m'intéresse beaucoup, au contraire. Mais Donc ça n'est pas le cas. Donc j'enlèverai cette annonce pour vous. On vient d'entendre un extrait de la série Better Call Saul qui permet de poser clairement la position de Kant. C'est vous qui nous l'avez suggéré, Laura Tavernier. Vous nous avez dit, voilà, on peut entendre là un menteur, c'est l'avocat Jimmy McGill, qui a trompé quelqu'un et cette personne trompée vient lui dire qu'il a été trompé. On ne peut que être d'accord avec cette condamnation du mensonge comme transgression morale. En fait, c'est la position de Kant. Tout le monde est d'accord, en fait. Est-ce qu'il y aurait vraiment besoin de faire une émission pour dire qu'on condamne le mensonge? En tout cas, on voit bien dans l'extrait que celui à qui on a menti, celui qui a été la victime de la supercherie, s'estime extrêmement lésé, outragé, parce qu'on n'a pas tenu compte de son intention. On l'a manipulé en fait comme une chose, comme un objet. Il a été le jouet des manigances de James McGill, et donc il vient lui demander des comptes en étant tout à fait... scandalisé d'avoir été ainsi maltraité. Et ça permet de montrer pourquoi Kant condamne le mensonge en tant que il est une transgression du devoir de véracité envers autrui, parce que, selon Kant, je dois toujours traiter les individus, dit-il, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. C'est-à-dire que je dois me rapporter à autrui en sachant que c'est un être humain et non une chose, et je ne dois pas le réduire au rang d'objet qui sert mes propres intérêts égoïstes. Et là, précisément, c'est ce que James McGill a fait. Il a utilisé l'autre comme un pur objet en court-circuitant en fait le consentement que ce capitaine aurait pu ou non donner au fait d'accueillir un spot publicitaire, etc. Il a fait croire quelque chose qui était faux. Donc voilà, on voit bien comment il est furieux, en fait. Et a raison, en fait, on le comprend. Bien sûr. D'autant plus, il le signale, il dit, voilà, moi je vous ai accueilli, j'ai ouvert les portes. En plus, il y avait un faux héros de guerre, donc il a pris quelqu'un pour un vétéran qui, en fait, n'était pas un vétéran. Donc il a eu de l'admiration et du respect pour quelqu'un qui, en fait, n'en méritait pas. Donc voilà, tout ça suscite une colère tout à fait légitime. Mais là, on se situe du côté de la victime, en fait, d'un mensonge. Est-ce que c'est vraiment de ce point de vue-là que Kant va condamner le mensonge, François Calori? Parce que, effectivement, quand on est victime d'un mensonge, on est toujours à même de dire c'est mal de mentir et personne n'a envie d'être dans cette position-là. oui, absolument. Alors, peut-être avant de répondre à votre question, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans l'extrait, Oui. c'est quand James McGill, qui est un menteur génial,
génial. C'est un avocat, et puis il a envie de s'en sortir. Exactement, ça, le filou. Mais c'est vrai qu'on le connaît aussi. Donc on a de l'empathie, on comprend son mensonge quand on le connaît. Là, quand on n'entend que l'extrait, on se dit que c'est un peu une ordure, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit il n'y a pas de casse. C'est-à-dire, il se justifie en disant mon mensonge est inoffensif finalement parce qu'il n'y a pas eu de conséquences qui soient des conséquences dramatiques. Et dans une perspective kantienne, justement, cet argument ne tient pas parce que ce ne sont pas à partir des conséquences de l'action qu'on doit évaluer sa valeur. On n'est pas dans une perspective qu'on appelle conséquentialiste. Et le fait qu'un mensonge soit inoffensif, je dirais, dans ses conséquences, ne fait pas qu'il soit innocent. Et Kant le dit toujours, il n'y a pas de mensonge qui soit innocent. Il est toujours coupable, quand bien même il serait inoffensif et quand bien même il serait un mensonge véniel qui n'aurait pas de conséquences pour autrui. Et donc, si on reprend cette interdiction du mensonge, on voit qu'il y a 3 voies que suit Kant dans son œuvre, qui sont 3 voies différentes et qui convergent toutes vers cette interdiction du mensonge. Il y a une perspective qui est une perspective éthique, celle qu'on a en un sens commencé à développer, dont Laura a très bien rendu compte, qui est la perspective du mensonge envers autrui, et qui est condamnée précisément parce que dans ce mensonge, nous manipulons autrui en ne disant pas la vérité, c'est-à-dire que si on prend la deuxième formulation de l'impératif catégorique dans les fondements dans l'état physique des mœurs, qu'a rappelé Laura, eh bien, nous ne devons pas traiter autrui seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Or, typiquement, j'utilise la crédulité de la personne à qui je mens pour en faire mon instrument et pour satisfaire mes fins. Et dès lors, on voit bien que c'est quelque chose qui est absolument condamnable. On peut prendre la formulation que je dirais la formulation la plus essentielle d'impératif catégorique, qu'on a déjà rappelé dans les émissions précédentes, et qui consiste à dire justement qu'on doit agir de telle sorte que la maxime de notre action, c'est-à-dire la règle d'action, puisse être universalisable. Or, ici, je ne peux pas universaliser ma maxime, puisque si toute parole que je pouvais dire pouvait être un mensonge, alors personne ne croirait plus les paroles qu'on émettrait. Donc, il y aurait une contradiction dans le geste même, puisque j'exprime quelque chose à destination de quelqu'un. Or, cette personne ne peut pas recevoir cette expression, puisqu'elle est d'emblée affectée de ce coefficient qu'elle peut être un mensonge. Et on le voit bien, par exemple, dans ce type de mensonge que Kant met en avant dès les fondements de la métaphysique des mœurs, qui est la fausse promesse. La fausse promesse, c'est un type de mensonge. Et justement, la fausse promesse, pourquoi est-ce que c'est contradictoire ? Parce que si à chaque fois que quelqu'un faisait une promesse, elle pouvait être une fausse promesse, il n'y a plus de promesse possible, et c'est le concept même de promesse qui explose, puisque la confiance ne peut plus régner. Oui, c'est le concept de confiance même et de relation. Exactement. Vous l'avez très bien dit, François Calori, c'est l'éthique, on est sur un terrain éthique, et c'est ce qui nous lie à autrui. Alors, quelles sont les 2 autres perspectives, peut-être pour qu'on ait une vue d'ensemble par rapport à cette première que vous venez de développer, François Calori ? Juste pour ajouter quelque chose, effectivement, la maxime qui consisterait à universaliser la parole mensongère se contredit elle-même. Alors déjà parce que si plus personne ne croit en la parole à quoi bon se parler, à quoi bon vivre ensemble. En fait, ce qui est important de voir, c'est que c'est pas simplement que le mensonge devient impossible, parce que ça, du coup, ça serait une espèce d'argument pragmatique qui consisterait à dire le menteur serait bien embêté parce que ça va plus loin. Si tout est mensonge, rien n'est mensonge. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est purement même logique, c'est pas très intéressant. Exactement, c'est logique. C'est-à-dire le mensonge repose sur le fait que autrui va croire, va donner crédit à votre parole. Si autrui n'a pas foi en votre parole, vous pouvez pas lui mentir. Mais ça va plus loin, en fait. Ce que veut dire Kant, c'est que la parole même est annulée. La finalité naturelle de la parole est de communiquer à autrui nos pensées. Et donc de faire société. Donc en fait, si on universalise le mensonge, on rend inutile, vaine la possibilité même de la parole, le sens même de la parole, et on ruine déjà, en ruinant la confiance réciproque en la parole donnée, on ruine déjà les fondements même de la société et du lien social. Parler n'a plus d'intérêt, puisque les pensées que je communique, vous n'y croyez pas, et je ne crois pas à celles que Puis même vous ça communiquez. rend fou, je crois. Et ça, oui, c'est là, ça rend fou. François Calori, juste peut-être esquisser ces 2 autres perspectives que l'éthique et que l'éthique, parce qu'on va les déplier pendant l'émission, mais ça donne une idée tout de suite. Alors il y a une deuxième stratégie qui rejoint un peu, c'est celle qui concerne toujours autrui, qui est dans l'ordre maintenant non plus d'éthique, mais dans l'ordre juridique. Il faut toujours se souvenir que la métaphysique
métaphysique des mœurs, la morale pour Kant, elle englobe à la fois le droit et la vertu, c'est-à-dire le juridique et l'éthique. Et dans cette perspective juridique, qui est celle que Kant prendra dans l'opuscule sur le droit de mentir, qu'on aura l'occasion de commenter Tout à aussi, fait. dans cette perspective-là, eh bien, c'est aussi un interdit dans la mesure où nous violons dans le mensonge non seulement pour Kant, le droit d'autrui, en le manipulant, notamment si on fait justement on tromperie sur la marchandise dans un contrat de vente, par exemple, de ce type de manipulation qu'on peut voir aussi dans Better Call Saul, j'imagine, des tas d'exemples de ce type. Mais, mais c'est là que Kant radicalise la pensée en montrant que c'est le droit lui-même qu'on attaque, c'est la possibilité même du droit qu'on attaque, puisqu'il y a quelque chose qui est essentiel dans le droit, c'est la notion de contrat. Et la notion de contrat ne peut reposer que sur la confiance mutuelle, réciproque que nous accordons. Et si le mensonge devient permis d'un point de vue juridique, c'est donc tout l'édifice du contrat et de tous les contrats Mais de toutes les sociétés politiques aussi. Exactement, puisque Kant s'inscrit dans une perspective qui est une perspective contractualiste, comme Rousseau, comme Hobbes, et il montre comment le lien social légitime ne peut être fondé que sur un contrat. Dès lors, celui qui ment, rendant impossible le contrat, rend impossible le fondement du droit et le fondement de toute régulation juridique d'une société. Et c'est pour ça que aucun mensonge n'est un mensonge innocent et sans conséquence, puisque de toute façon, on attaque, même si c'est pas seulement le droit d'une personne qui est attaqué, c'est le droit de tous, et y compris du menteur, qui lui aussi se situe dans l'horizon de sa société. Donc ça, c'est la version juridique. Et maintenant, il y a un troisième argument, qui est un argument éthique toujours, et un argument que met en valeur notamment Kant dans la doctrine de la vertu, lorsqu'il traite le mensonge. Il le traite non pas comme un devoir envers autrui, c'est ça qui est surprenant au premier abord, mais comme un devoir envers soi-même. C'est-à-dire que c'est envers soi-même que le menteur manque à son devoir, et non pas seulement envers les autres. C'est-à-dire qu'il y a toujours, non seulement je traite autrui comme un moyen, mais ce que nous dit Kant, c'est que le menteur se traite lui-même comme un moyen. Il utilise lui-même sa faculté de communication comme un simple instrument, puisque c'est un instrument qui est délié de la vocation de cette parole à transmettre la pensée intérieure. D'où cette idée de machine parlante ou de machine à parole que deviendrait l'homme. Il se réduit, dit Kant, à une simple machine à parole. C'est-à-dire que lui-même se réduit à un moyen et non plus à une fin. Il devient un être mécanique et il devient, du coup, il se réifie, il devient une chose. Et Kant va plus loin, il dit que c'est moins qu'une chose. Enfin, peut-être que tu vas intervenir. Non, j'allais dire exactement la même chose. Il va encore plus loin en disant que c'est moins qu'une chose, parce que la chose, au fond, je peux faire fond sur elle, elle existe, elle est stable, alors que le menteur, en perdant son unité, en se scindant entre l'apparence qu'il donne à voir et ce qu'il pense réellement, devient presque rien. Il devient un simulacre d'homme, un phénomène trompeur d'homme, parce que n'ayant plus l'unité du sujet, il devient quelque chose de chancelant qui existe à peine, qui n'est pas fiable. Précisément. Mais alors, ça c'est des... Allez-y François. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que le menteur, en fait, qui prétend manipuler la vérité, manipuler le mensonge et manipuler la fausseté, en fait, se retrouve pris dans la fausseté lui-même. Lui-même qui s'en pensait extrait en surplomb. Voilà, il n'est pas du tout en surplomb, il est pris dans la fausseté et il devient l'apparence de l'homme. C'est-à-dire qu'il devient lui-même un simulacre. Croyant manipuler la vérité et manipuler la fausseté, en fait, il est pris dans la fausseté et il devient moins qu'une chose. Alors, vous m'avez parfaitement convaincu. Je suis parfaitement convaincu grâce à vous et Kant qu'il ne faut pas mentir. Néanmoins, il y a la réalité et quand même, on pourrait distinguer certains types de mensonges. Alors, des mensonges. Alors, il y a toujours l'exemple paradigmatique qui revient de cacher un innocent chez soi et de pas le dénoncer si on nous demande s'il est bien chez nous. Mais je pense aussi à des mensonges anodins. Dire par exemple que le Père Noël existe, dire à quelqu'un par exemple que sa robe est jolie alors qu'elle est moche. Vous voyez, en fait, c'est des choses dont on a besoin peut-être au quotidien, qui effectivement se placent d'un point de vue du conséquence, mais non pas de conséquences, il n'y a pas de casse, et qui pour autant font plaisir à quelqu'un, du moins ne lui font pas du mal. Et moi, me protège aussi d'une certaine manière et j'ai pas l'impression de me condamner moi-même ou de me mentir à moi-même. Qui veut répondre déjà là-dessus? Parce que ça complique quand même la position de Kant qui est très bien ficelée, vous l'avez très bien dit, mais qui aussi peut être caricaturée, notamment dans cet opuscule sur lequel on va revenir, qui s'appelle « Sur un prétendu droit de mentir par humanité ». C'est très tardif, ça date de 1797. Mais on a beaucoup retenu Kant dans cette position et donc dans cette position même un peu rigide face à la réalité. Laura Tavernier. Alors sur la question des usages sociaux, effectivement,
il faut bien distinguer plusieurs choses. Kant nous dit très clairement que nous avons un devoir de véracité, donc nous devons penser sincèrement ce que nous disons, nous ne devons pas dire autre chose que ce que nous pensons. En revanche, nous n'avons pas un devoir de transparence, nous ne devons pas avoir une ouverture complète du cœur et dire tout ce que nous pensons. Mais si on nous demande, si on me demande qu'est-ce que tu penses de mon pull? Alors, dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, on peut difficilement s'en sortir par. Ah bah, on a un autre avis de l'autre côté. François Galop, vous. Non, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Mais ce qu'explique Kant, c'est que certaines déclarations intentionnellement fausses de mes pensées ne sont pas des mensonges. Dès lors que, en contexte, il est évident que l'autre ne peut pas attendre de moi une parole sincère. Et Kant dit très clairement que les menus flatteries, les petits compliments, par exemple les formules de politesse à la fin des lettres, je suis votre dévoué serviteur, amitié, respectueusement, etc. Tout cela, au fond, ne trompe personne, il le dit dans la doctrine de la vertu. Et donc, dans ce cas-là, ce ne sont pas des mensonges, ce sont des déclarations intentionnellement fausses, mais qui participent au liant de la société, qui font que la société, que les rapports en commun sont vivables. Et adoucissent un petit peu les relations. Donc ça, ce n'est pas compté comme un mensonge. Ah bah, mais ça veut dire qu'il s'arrange un peu. Ça veut dire que... Non. C'est-à-dire que ce qui est un principe moral, universel, absolu, finalement... Parce que par mensonge, on entend ce qui est faux. Donc à partir du moment où c'est faux, on se dit que Kant le condamne. Or, ça n'est pas complètement ça. C'est plus précis. Il faut distinguer de toute façon déjà la réserve du mensonge. C'est-à-dire quand on ce qu'on pourrait appeler aussi un mensonge par omission, par exemple. Voilà, ce que nous dit Kant, c'est que nous devons toujours penser ce que nous disons et le penser avec cœur, mais on ne peut pas. Il ne s'agit pas pour nous de dire tout ce que nous pensons. Et d'ailleurs, à la fin de l'anthropologie du point de vue pragmatique, Kant développe une expérience de pensée assez fascinante, puisqu'il imagine que nous soyons des êtres qui soyons obligés de penser à voix haute. Et ce que nous dit, et donc de dévoiler le fond de notre pensée constamment, comme si et ce que nous dit Kant, c'est que une telle expérience de pensée rendrait impossible toute société humaine, car la société humaine repose sur le fait qu'il y ait une forme de dissimulation, et de dissimulation qui est une condition de possibilité de la société. Donc le mensonge ruine la possibilité de la société, mais une transparence absolue ruinerait aussi la possibilité de la société. Et donc il ne s'agit pas du tout d'une exigence de transparence qui ferait que nous devions ouvrir notre cœur. Et là, Kant n'est pas l'Alceste du misanthrope. Il ne dit pas qu'il faille dire son fait à tout le monde, à tout point, dans toutes circonstances, et les règles de politique. Et il va même aussi dans l'anthropologie du point de vue pragmatique de dire qu'il y a de l'apparence qu'il est permise en morale. Il y a un paragraphe qui s'intitule ainsi, de l'apparence qu'il est permise en morale. C'est-à-dire que, oui, on pourrait penser que Kant va dénoncer l'hypocrisie sociale, le jeu social comme étant justement quelque chose qui relèverait du mensonge. Et Kant dit non. C'est le fait de jouer la moralité, c'est en un sens l'hommage que le vice rend à la vertu. Et il vaut mieux la jouer que d'afficher cyniquement l'immoralité qui pourrait être la nôtre, de s'y vautrer complaisamment. Et au moins, en la jouant, on apprend peut-être déjà à préparer le terrain pour une véritable moralité quand elle arrivera. Et ça, c'est un thème qu'il développe dans l'anthropologie, qu'il développe déjà dans la critique de la raison pure, et qui traverse toute son œuvre, en fait. Qui traverse toute son œuvre, c'est qu'il y a une vertu de l'apparence qu'on ne trouverait pas peut-être dans le même sens chez Rousseau, où il y aurait mais il y a une vertu de l'apparence et une vertu morale de l'apparence, où donner le change, c'est toujours mieux que de révéler la turpitude du fond de son cœur. Qu'en est-il de cet innocent que l'on cache chez soi? Voilà, c'est un peu l'exemple paradigmatique qui est repris tout le temps. Je tiens quand même à dire que c'est un exemple qui n'arrive pas tous les jours. Non, mais où effectivement le meurtrier taperait chez nous et nous demanderait si l'innocent est là. On a caricaturé Kant en disant qu'il répondrait mais bien sûr qu'il faut dire que l'innocent est chez nous. Là, dans ce cas-là de mensonge, comment comprendre la position de Kant qu'on peut trouver à raison scandaleuse? Surtout, je le précise aussi parce que ça a été beaucoup relu après la Seconde Guerre mondiale. Donc il y avait aussi cette idée quand même de livrer des innocents et de faire de la délation.
Oui, alors c'est cet exemple de l'innocent qui se réfugie chez nous, et puis des criminels qui le poursuivent, qui frappent à notre porte et qui nous demandent instamment si l'on cache ou non le Mm. fugitif qu'ils recherchent. Déjà, c'est un exemple très très classique de philosophie morale qui remonte au moins à Augustin, qui prend exactement le même exemple dans les mêmes termes. Donc c'est un peu un topos qu'on retrouve dans les textes. Et alors là, je pense que c'est peut-être le moment d'expliquer le contexte de la controverse Benjamin Constant entre Benjamin et Constant Emmanuel Kant. et Kant. Donc effectivement, Benjamin Constant écrit en 1796 un ouvrage qui s'intitule Des réactions politiques, et au chapitre 8, il parle du devoir de véracité. Et en fait, il faut revoir un peu avoir en tête un petit peu le contexte. On est dans un contexte donc post-révolutionnaire et post-terreur. Et l'idée de Constant, c'est de dire, ce n'est pas parce que des principes moraux abstraits ont conduit à des conséquences désastreuses historiquement qu'il faut abandonner complètement les principes. Mais on ne peut pas effectivement appliquer de manière rigide des principes qui seraient universels à l'expérience, sinon on va être conduit à des actes qui en fait vont se retourner contre la fin qu'on se donne et donc vont devenir immoraux. Et donc il dit en fait il faut relativiser le principe. Le principe va être simplement général, la plupart du temps, dans la plupart des cas, souvent, mais pas toujours sans exception. Et il faut intercaler un principe intermédiaire. Et ce principe intermédiaire, c'est le droit que l'interlocuteur aurait à la vérité. Et ce droit que l'interlocuteur a à connaître la vérité dépend de la fin qu'il se propose. S'il entend faire un usage injuste de ce que je vais lui dire, il n'a plus le droit, il perd le droit qu'il a à la vérité. Donc voilà. Et donc dans ce contexte-là, Constant écrit effectivement un texte où il mentionne un philosophe allemand qui aurait, sur ce cas crucial topos de la philosophie morale depuis Augustin, qui aurait dit que même en ce cas, il faut livrer l'innocent parce que le devoir de véracité passe avant tout. Et donc là, on a, je ne sais pas si François veut en parler. Ok. L'éditeur de Kant, Kramer, l'éditeur de Kant, pardon, de Constant, Kramer fait une note en disant voilà, il y a un philosophe antérieur qui a défendu cette thèse, qui est Michaelis, mais c'est surtout Kant qui l'a défendu, et l'auteur Benjamin Constant m'a dit, de sa propre bouche, je l'ai entendu, il m'a dit que c'est Kant qui est visé. Et donc l'hypothèse que fait Antoine Grandjean dans son édition récente de Sur un prétendu droit de mentir par humanité, c'est qu'en réalité, ce n'est pas Kant que Constant visait. Alors il y a tout un tas d'arguments textuels, chronologiques, etc. Mais Michaelis. Mais Kant se sent visé parce que Kant, au fond, a une option de philosophie morale qui est assez proche de celle de Michaelis, qui consiste à dire il y a des principes absolus. Il n'accepte pas d'exception. Et donc, voilà, c'est dans la même veine. Il se dit, oui, effectivement, j'ai dû écrire ça quelque part. Et donc, il se prend dans les ça, raies. C'est fou. C'est-à-dire que Kant, dans une fulgurance un peu paranoïaque, se dit, je dois me justifier sur un propos dont il n'est même pas sûr qu'il l'ait tenu. Oui, il y a un côté... Quand il dit, je me souviens plus où j'ai pu dire ça. Mais alors, ça me ressemble assez, mais je ne me souviens plus de dire ça. Et c'est rien qu'il ne l'a jamais dit encore. Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, il écrive un opuscule pour répondre à Constant. Oui. En 1797, donc sur un prétendu droit de mentir par humanité, qui va caricaturer sa position, alors que, telle que vous nous l'avez décrite depuis le début, elle est extrêmement subtile et fondée. Et on va dire, Kant est rigide et ne prend pas en compte... On va être du côté de Constant, bêtement, en fait. Effectivement, ça va le conduire à raidir complètement sa position. Et on a l'impression, comme on disait avant l'émission, qu'il va s'enferrer dans les raies d'une polémique qui va complètement déformer sa pensée et où il va finir par défendre l'indéfendable. Et ça, c'est un vrai problème. Déjà, dans l'absolu, parce que... Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Voilà. Et puis ensuite, c'est un problème parce que la philosophie morale de Kant est un anti-intellectualisme. Donc, c'est-à-dire qu'elle soutient que pour faire son devoir, il n'y a pas besoin de compétences morales particulières, il n'y a pas besoin d'un savoir théorique spécifique, et que tout un chacun sait au fond très bien quel est son devoir. Or, il semblerait que tout un chacun admette qu'il faut mentir aux criminels qui poursuivent l'innocent pour le protéger. C'est même parfois pas une réflexion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre très immédiat, de spontané. C'est vraiment une intuition morale très, très communément partagée, très spontanée, et Kant va à l'encontre de cette intuition morale ordinaire. Et ça paraît très déroutant parce que
ça crée un problème de cohérence interne. Kant semble contredire sa propre philosophie morale sur ce cas particulier. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a on a utilisé cet opuscule comme un critère de mise à l'épreuve de la philosophie morale de Kant, en disant, vous voyez, sur un cas particulier, Voire de décrédibilisation. c'est ça, pour le décrédibiliser complètement, en disant, en fait, non seulement il soutient l'indéfendable, mais en plus il se contredit lui-même. Donc c'est vraiment, la philosophie morale de Kant ne vaut rien. On va écouter tout de suite un extrait justement de cet opuscule où on va entendre, effectivement, c'est ce qu'on disait avant l'émission, Laura Tavernier, François Calori, où je vous ai dit, mais quel est cet exemple de Kant? Dans quoi s'est-il fourré? Ce mensonge bienveillant peut aussi, par un hasard, devenir criminel d'après les lois civiles. Or, ce qui n'échappe au caractère délictueux qu'en vertu du hasard, cela peut aussi être apprécié comme une injustice d'après les lois extérieures. En effet, si tu as empêché par un mensonge que ne commette son forfait celui qui, sur le moment, s'en retourne assoiffé de meurtre, tu es alors juridiquement responsable de toutes les conséquences qui pourraient en résulter. Si en revanche tu t'en es tenu strictement à la vérité, alors la justice publique ne peut s'en prendre à toi, et cela, quelle qu'en puisse bien être la conséquence imprévue. Il est bien possible qu'après que tu as répondu honnêtement par l'affirmative au meurtrier, quant à la question de savoir si l'objet de son hostilité est chez toi, ce dernier soit toutefois sorti sans qu'on le remarque, et cela sans qu'il soit tombé sur le meurtrier, et qu'ainsi le forfait n'ait pas eu lieu. Mais si tu as menti et dit qu'il n'était pas chez toi, et s'il est bien effectivement sorti, encore que tu ne le saches pas, là où ensuite le meurtrier l'a rencontré alors qu'il s'éloignait, et si celui-là a commis sur lui son forfait, alors tu peux à bon droit être accusé d'être l'auteur de sa mort. Car si tu avais dit la vérité telle que tu la savais, peut-être que le meurtrier aurait été arrêté par des voisins accourus pendant qu'il recherchait son ennemi dans la maison, et que le forfait aurait été empêché. Ainsi faut-il que celui qui ment, aussi bienveillante que puissent être en cela ses intentions, réponde des conséquences, si imprévisibles qu'elles puissent être, et paye pour elles, y compris devant le tribunal civil. Je serais bien en peine à la fin de cette lecture de ce texte. Les auditeurs, auditrices l'entendent une fois, pour la première fois. Moi, je l'ai lu et relu, je l'ai décortiqué. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est compliqué pour dire si peu de choses. Alors, si peu de choses, vous allez me dire non, Laura Tavernier, François Calori, mais juste pour dire, fais attention à ce que tu dis. Tu ne dois pas être responsable des conséquences de tes actes. Ce qui semble en plus contredire ce que vous m'aviez dit au début, à savoir que Kant dit il ne faut pas être conséquentialiste, il faut toujours être du côté du principe. Laura Tavernier, expliquez-nous ce texte, dites-nous en quoi il est important. Il est très important parce que justement, Kant prend à revers l'argumentation conséquentialiste en montrant qu'en réalité, si le principe de l'action se fonde sur les conséquences, alors on ne va plus savoir quoi faire parce que ces conséquences, on ne les maîtrise pas, elles sont extrêmement incertaines. Tout est possible. Tout est possible, il peut se passer tout un tas de choses. Et donc en fait, il essaye de retourner ce que l'objecteur lui reprochait, à savoir son manque de soucis pour la réalité concrète. Il le retourne en disant, mais en fait, vous qui dites que vous vous souciez du concret, en fait, vous n'en savez rien. Parce qu'au jeu des conséquences, comme on disait, tout le monde perd. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc c'est pour ça qu'il a l'air d'argumenter de manière très maladroite, en faisant des suppositions pas possibles et des contre-suppositions. On dirait qu'il tombe lui-même dans ce versant d'envisager le moindre détail. Mais c'est pour mieux rejeter tout ça, en disant en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut toujours imaginer des complications à l'expérience, des événements qui arrivent qu'on n'avait pas prévus. Or, si vous avez menti, et que les conséquences sont négatives derrière, qu'elles se retournent contre votre intention bienveillante, eh bien, vous aurez à répondre pénalement, juridiquement des sanctions. Il dit quasiment, vous serez complice du meurtre qui a été commis si jamais les criminels finissent par attraper l'innocent qui est réfugié chez vous. Donc voilà, donc son idée, c'est vraiment, en fait, les conséquences ne doivent pas être prises en compte et il faut s'en tenir au principe.
Voilà, et Kant prend un exemple assez semblable au début de l'opuscule Théorie et pratique. Donc c'est sur un autre cas moral aussi très classique, qui est le cas du dépôt. Quelqu'un me laisse en dépôt une somme d'argent ou des biens, et puis je dois le lui rendre plus tardivement. Et là, c'est le cas de quelqu'un qui laisse un dépôt, qui meurt. Et la question est de savoir si je dois rendre le dépôt aux héritiers qui ne sont pas au courant du dépôt, sachant que les héritiers sont très dépensiers, sont même pas des gens très honnêtes, et que celui qui a le dépôt est quelqu'un d'extrêmement sincère, loyal, qui vient d'être ruiné mais pas par sa faute, et qui doit aider sa famille. Et Kant dit, si vous commencez à réfléchir aux conséquences, alors vous n'allez pas vous en sortir. Parce que peut-être vous allez vous dire, mais si je rends le dépôt, peut-être qu'ils vont, les héritiers, me dédommager. Peut-être que si je rends le dépôt, ils vont rien me donner. Peut-être que si je le rends pas et que je le dépense, je vais être pris en flagrant délit. Et donc, il va m'arriver... Enfin bref, il dit, vous ne vous en sortez pas, donc ce qu'il faut faire, c'est rendre le dépôt, point. D'où l'importance donc des principes plutôt que des conséquences, on pourrait dire, François Calaury. Là, on est dans ce texte sur un terrain vraiment juridique. Le premier le deuxième, pardon, que vous avez dessiné après l'approche éthique. Et vous avez employé tout à l'heure, vous avez souligné tout à l'heure l'importance de la parole donnée, de la confiance. Et depuis tout à l'heure, on parle de véracité de la parole donnée. J'aimerais savoir pourquoi vous parlez de véracité et pas de vérité. Quelle est la différence et pourquoi être dans la véracité nous protège de toute responsabilité alors qu'on aurait envie avec Kant d'être dans une idée de la vérité, la vérité quoi. Depuis le commencement de la réflexion, Kant a posé que le contraire du mensonge, ça n'est pas la vérité. Parce que je peux très bien dire avec sincérité quelque chose qui n'est pas vrai parce que je ne la crois. Parce que sincèrement, je pense qu'elle est vraie. Et donc, si sincèrement je pense que la Terre est plate et que je dis la Terre est plate, je ne mens pas. Je dis une énormité, c'est une fausseté, mais je ne suis pas en train de mentir. Et au contraire, quelqu'un qui pense que la Terre est plate, mais qui pour plaire à tout le monde va dire qu'elle est ronde, eh bien, va mentir alors même qu'il dit la vérité. Une vérité. Et donc c'est pour ça que le contraire du mensonge, ce n'est pas la vérité, mais bien la véracité et ce qu'on appelle aussi la sincérité. Ce qui montre bien qu'on n'est pas du point de vue de la connaissance, Exactement. c'est-à-dire qu'on n'est pas du point de vue du faux, du vrai. C'est pas ça qui compte pour Kant. C'est la distinction entre l'erreur qu'on peut faire Voilà. et la faute. Et c'est pour ça que le mensonge relève de la faute, c'est qu'on est du côté de la raison pratique et pas de la raison théorique. Et il ne s'agit pas ici d'établir une objectivité théorique, mais il s'agit de penser le rapport que le sujet a avec sa propre énonciation. Mais ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on part du principe avec Kant qu'on est toujours conscient de mentir. Oui. Or, il y a beaucoup de moments dans la vie où l'on peut... je dis beaucoup de moments. Je suis pas sûre en fait, mais il y a des moments où on ment sans savoir qu'on ment. Par exemple, on va répéter quelque chose en se disant que c'est sûrement vrai. Donc, on est d'un menteur. Non. On n'est pas un menteur à ce moment-là. On n'est pas un menteur. Pourquoi ? Parce que la définition du mensonge, c'est une déclaration intentionnellement fausse. Donc, il y a une conscience, une intention de tromper l'autre. De tromper l'autre. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, et ça c'est une particularité de Kant, c'est qu'il n'y a pas seulement un mensonge extérieur, c'est qu'il y a un mensonge intérieur, c'est qu'on peut se mentir à soi-même. Mais ça, c'est la grande question, François Calaury, c'est la question du déni. Est-ce qu'on n'est pas tout le temps dans cette position-là, c'est-à-dire aveuglé sur soi-même et là, pour le coup... Je dirais même plus, parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle... Kant donne une telle importance à la question du mensonge comme exemple paradigmatique de transgression du devoir. Et il ne cesse de citer un passage de la Bible, c'est dans l'Évangile selon saint Jean 8,44, dans lequel il dit, on dit que le diable est le père, le menteur, et ce par lequel tout le mal est venu dans le monde. Le père du mensonge, il est menteur et père du mensonge par lequel tout le mal est venu dans le monde. Et donc il y a un caractère originaire pour le mal dans le mensonge, quelque chose par quoi le mal s'est introduit. Le mal ne s'est pas, et Kant le reprend explicitement, le mal, ce n'est pas le premier, il ne s'est pas introduit dans le monde par le premier meurtre, c'est pas Caïn et Abel. C'est pas l'acte de tuer. C'est pas l'acte de tuer, c'est le mensonge, c'est le serpent qui ment à Adam et Ève en leur disant qu'ils peuvent consommer le fruit, et donc Kant reprend cet exemple pour montrer le caractère originaire du mensonge pour le mal. Et en fait, c'est parce que dans tout acte
dans lequel tout acte immoral pour Kant, il y a d'une certaine façon un mensonge intérieur qui est en jeu, puisque nous ne faisons pas le mal en rebelle pour Kant, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres diaboliques qui nous opposons en disant je vais faire le mal pour le mal, mais nous nous donnons toujours de bonnes raisons de faire une action mauvaise. Et c'est là où le mensonge intervient. Nous sommes toujours en train de nous justifier et de trouver justement des exceptions, de nous trouver des circonstances qui peuvent expliquer pourquoi, des excuses, en disant mais si, j'ai bien fait de mentir là parce qu'il y a telle et telle raison. Et du coup, toute action mauvaise implique une forme de mensonge intérieur, de mensonge de soi à soi, qui rend possible le mal. Mais ça, c'est génial, parce que vraiment, en fait, c'est un peu la problématique existentielle. C'est-à-dire, jusqu'où je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je peux dire ce que je veux? Est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je ne me donne pas d'excuses tout le temps? Oui, absolument. Et c'est vrai que le mensonge, on pourrait presque le décrire comme une puissance de scission. Le mensonge, c'est ce qui me scinde en deux, puisqu'il y a ce que je sais ou ce que je pense et ce que je dis. Et il y a un décalage qui s'instaure entre les deux. Il y a ensuite le fait que ça scinde les relations. Quand tu utilises ce terme, à un moment, il dit le menteur scinde la communauté humaine. Il sépare, il divise. Et par ailleurs, comme le dit très bien François Calory, il y a cette espèce de rapport un peu schizophrénique dans le mal, où je sais que c'est mal, mais j'essaye de voiler l'appréhension que j'ai de la loi morale, et je me trouve des excuses. Je vais utiliser mon intellect pour ratiociner, comme dit Kant, et donc justifier mon acte par tout un tas d'arguments casuistiques, mais fondamentalement, je me divise. Donc le mensonge, j'ai vraiment cette puissance de division, de scission, qui va contre l'unité de ce que je suis et l'unité de la communauté humaine. Et qui, effectivement, peut aussi conduire à la séparation entre deux personnes amoureuses. Oui. On va entendre cette lettre de Maria von Herber adressée à Kant en août 1791. Cette lettre est exceptionnelle, écoutez-la bien. Grand Kant, comme un croyant son Dieu, je t'appelle à mon secours et te supplie de m'apporter consolation ou avis de mort. Les raisons alléguées dans tes œuvres en faveur d'une vie future me suffisent. C'est pourquoi tu mets un refuge. Mais quant à cette vie présente, je n'y trouve rien. Rien du tout pour compenser le bien que j'ai perdu. Car j'aimais un objet qui à mes yeux enfermait tout, de sorte que je vivais seulement pour lui. Or, j'ai offensé cet objet par un mensonge gardé secret pendant longtemps et que je lui ai finalement révélé. Il n'y avait pourtant rien là qui fût préjudiciable à mon caractère, car je n'ai eu à cacher aucun vice de ma vie, mais le mensonge seul suffit pour faire disparaître son amour. C'est un honnête homme, aussi, ne me refuse-t-il à présent ni amitié ni loyauté. Mais le sentiment intime qui spontanément nous attirait l'un l'autre n'y est plus. Oh, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Si je n'avais déjà lu tant de vos écrits, j'aurais sûrement déjà porté atteinte à ma vie. Mettez-vous donc à ma place pour me donner consolation ou condamnation. J'ai lu Métaphysique des mœurs et aussi l'impératif catégorique. Cela ne me sert de rien. Ma raison m'abandonne là où j'en ai le plus besoin. Réponds, je t'en conjure. Sinon, tu ne sais pas toi-même agir selon ton impératif. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Quelle lettre incroyable, un peu un courrier du cœur, on pourrait dire, François Calory, où Maria von Herber demande à Kant des conseils. Elle a menti à son amoureux, il lui accorde toujours son amitié, sa loyauté, mais il ne veut plus être avec elle. Et alors le ton de cette lettre est incroyable parce qu'elle lui demande des conseils, mais elle le menace aussi. Elle passe au tutoiement et elle lui dit « Je t'en conjure, sinon tu ne sais pas toi-même agir selon ton impératif ». Incroyable. Oui, c'est une lettre fantastique. C'est la lettre la plus drôle de toute la correspondance de Kant. Qui commence « Grand Kant tue ». Enfin, c'est vraiment... et donc avec
une espèce d'exaltation dans un problème existentiel grave. C'est une drôle d'idée de demander à Kant des conseils pour sa vie sentimentale. Mais Kant va répondre. Donc Maria von Herbert, hein, c'est une jeune femme dont le frère fréquente des cercles philosophiques et donc sans doute a-t-elle été formée à la philosophie kantienne. Elle dit qu'elle a lu les textes de Kant et on la voit au bord du suicide. Hein, et elle dit elle-même, elle dit je ne tiens à la vie que pour avoir lu vos œuvres et je sais bien que c'est un mal de se suicider, même si on est désespéré. Donc je vous écoute. Oui, parce que là, ça nous fait sourire, mais elle est dans une détresse totale. Et ça nous fait moins sourire quand on sait que quelques années plus tard, elle va effectivement se suicider. Hein. Donc le destin de cette jeune femme est donc tragique. La philosophie de Kant ne l'a pas sauvée. Voilà, ne l'a sauvée un moment, elle a tenu un moment, mais le malheur a pris le dessus sur la moralité, et donc elle a mis fin à ses jours. Et donc elle cherche conseil sur ce ton très, très exalté, et en le menaçant, hein, vraiment. Oui, voilà. Si tu ne me réponds pas, tu n'es pas à la hauteur de ta propre philosophie, et tu dois donc venir à mon aide. Alors, évidemment, Kant va répondre. Comment ne pas répondre à une telle lettre il répond une lettre, mais une lettre qui est sans concession, au sens où, comme le dit Kant lui-même en terminant sa lettre, dans cette lettre, il y a un enseignement sur la nature du mensonge, une punition, parce qu'en fait, Kant va donner raison à l'amoureux qui n'accorde plus les mêmes sentiments, et une consolation aussi, malgré tout, à la fin de la lettre. Et Kant va dire, oui, justement, il suffit d'un mensonge, même si ce mensonge n'est pas dans le dévoilement du mensonge, ça n'est pas un vice rédhibitoire qui est manifesté, même si ce mensonge n'a pas des conséquences qui sont des conséquences désastreuses, le fait même du mensonge suffit à anéantir, hein, il le dit par ailleurs, la personnalité du menteur et du coup à ébranler la confiance que l'amoureux peut lui accorder et cette faute qu'est le mensonge ne peut pas ne pas retentir sur les sentiments. D'ailleurs, il est bien employé le terme de caractère, c'est-à-dire que ça entache son caractère. C'est pas le problème d'avoir menti une fois, c'est le problème de la sincérité. Et là, la sincérité est un caractère, il y a un soupçon de malhonnêteté ou d'insincérité, Laura Tavernier. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a 3 points assez intéressants dans cette lettre. Bon, le premier, c'est celui que François Calori a bien présenté, de la provocation, le défi. Et c'est vraiment la question de la théorie et de la pratique, c'est-à-dire j'ai lu vos écrits, la théorie c'est bon, mais sur ce cas pratique, ça ne m'aide pas, donc aidez-moi. Et si vous ne parvenez pas à trouver une manière d'appliquer correctement votre impératif catégorique, il est nul et non avenu. Donc c'est vraiment, si vous ne me répondez pas de manière pertinente, votre philosophie morale est impraticable. Les critiques d'ailleurs qu'on pouvait adresser à Kant au début, suite à l'opuscule adressé à Constant, on disait tout l'édifice s'effondre en fait. Exactement, donc quelque part elle rejoue ça sur quelque chose de très personnel. Ensuite, le deuxième point qui est intéressant effectivement, c'est que c'est pas tellement l'objet du mensonge, c'est le fait même du mensonge qui cause le désamour de l'amant. Et ça, il faut qu'on reparle de la réserve et de la transparence. En fait, donc, Kant a dit que nous avons un devoir de véracité, nous n'avons pas un devoir de transparence, nous avons même un devoir de réserve pour rendre la société vivable et aussi pour inciter à la vertu. Et même entre les amants. C'est-à-dire que même entre les amants, il y a un devoir de réserve qui... Bah, c'est un peu plus peut-être compliqué. Enfin, Kant dit à la fois, il y a un idéal d'ouverture transparente totale du cœur. Entre amants et entre amis, idéalement, on devrait pouvoir tout se dire ce qu'on a sur le cœur, justement, ce qu'on a dans le fond de la pensée. Mais en même temps, ce n'est pas réalisable parce que tout homme cache par-devers soi des pensées mauvaises, des pensées dont il a peur. Ce qu'on a dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire le premier mensonge, c'est envers soi-même. On ne peut pas tout s'avouer en étant conscient de le dire autrement, forcément. En tout cas, si on le dit à l'aimé ou à l'ami, on craint de perdre son estime en se montrant sous un jour défavorable. Et donc, même en amitié et en amour, il y a des choses qu'on va garder par-devers soi. Mais on va essayer d'en garder le moins possible. Voilà. Donc c'est ça la petite nuance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout dire à son amant. Il n'y a pas d'exigence de transparence absolue, encore une fois. C'est-à-dire que la vie sociale réclame qu'il y ait quelque chose qui relève de la réserve. Donc sincérité, mais devoir de réserve. Voilà, sincérité, mais pas transparence. Et le troisième point, Laura Tavernier. Eh bien, en fait, j'ai oublié le troisième point. Mais par contre, juste sur la question de la transparence, dans le texte que François Calori citait tout à l'heure de l'anthropologie du point de vue pragmatique, il y a une très belle référence que Kant fait à une fable d'Ésope, où il y aurait le dieu Momos, qui est le dieu de la moquerie, qui aurait reproché à
à Zeus ou à Prométhée, je crois que Kant fait une erreur, mais c'est à Prométhée, de ne pas avoir mis le cœur de l'homme à l'extérieur, à découvert, de sorte qu'on pourrait lire immédiatement les vices et les pensées d'autrui. Et Kant dit, mais heureusement qu'il ne l'a pas fait, ce serait la ruine absolue de la morale. Et c'est pour juste rebondir sur ce que François disait tout à l'heure, sur l'efficacité de l'apparence de la vertu. En fait, si notre cœur était totalement transparent, nous désespérerions les uns des autres. Tout le monde se montrerait tellement vicieux et on trouverait que l'homme est tellement mauvais, mesquin et bas qu'on ne ferait même plus d'efforts pour être moral et on serait totalement désespéré moralement et dans une espèce de paresse pratique complète. Donc il faut éviter ça. Et inversement, en se montrant un peu meilleur qu'on est, on incite les autres à être un peu meilleurs qu'ils ne sont. Et donc il y a une espèce d'efficacité morale de la réserve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une vertu de la réserve. Mais la question quand même très pratique se pose, par exemple celle des dilemmes moraux, c'est-à-dire ce devoir de réserve avec son amant et en même temps l'idée d'être sincère, c'est-à-dire par exemple l'infidélité, c'est-à-dire bon bah voilà, j'ai embrassé quelqu'un d'autre dans une soirée, je ne l'avais pas prévu, je ne l'avais pas prémédité, est-ce que je dois lui dire ou pas? Est-ce que je me réserve ou est-ce qu'au contraire je livre mon cœur avec toutes les conséquences, parce qu'on est du côté du principe à des conséquences. C'est quelque chose qui, oui, là je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté possible, il faut le dire. Pour Kant, il faut le dire. Oui, là il y a un acte qui implique une rupture de la confiance qui a été accordée. Et donc ça ne relève pas de la réserve ici, je pense, du domaine réservé, si je puis dire. Ah bah alors qu'est-ce qui... En fait, je pense qu'il faut distinguer mensonge par omission et réserve. Ok. Donc la réserve, c'est je dis pas tout ce que je pense, tout ce qui me passe par la tête ou tout ce que j'ai dans l'esprit. Et le mensonge par omission, c'est je ne dis pas quelque chose dont l'interlocuteur s'attend à ce que je lui dise. C'est-à-dire, l'autre s'imagine bien que s'il y a tromperie, vous allez le lui dire. C'est quelque chose qui compte. Et donc, il y a une attente. Et s'il y a cette attente, là, c'est un mensonge par omission. C'est-à-dire, je choisis de cacher quelque chose qu'en réalité, je dois dire à l'autre. C'est comme un mensonge qui aurait été dit, sauf qu'il n'est pas dit. En fait, ça a exactement la même valeur, c'est ça? C'est-à-dire que le fait de ne pas dire là équivaut à mentir. Qu'est-ce que c'est alors le domaine réservé? Le domaine de la réserve. Qu'est-ce qui pourrait appartenir à ce domaine-là? Si on peut trouver que quelqu'un... Je sais pas, dans un couple dit une énormité à un moment donné, on va pas lui dire forcément, voilà, il y a des choses qu'on gardera par devers soi parce que voilà, des pensées mesquines, voilà, des pensées médisantes ou même des pensées, même des désirs mauvais, par exemple qu'on veut cacher parce que ils n'ont pas de conséquences dans l'action et donc ils nous traversent, mais on ne va pas en faire part à l'autre. C'est pas une espèce de scrupule où il faut tout dire et les moindres recoins de ma conscience doivent être dévoilés. Et puis comme c'est pas vivre au grand jour, vous voyez, c'est pas vivre dans la transparence. C'est pas la transparence totale et où en plus d'une certaine manière on se débarrasserait soi-même, c'est-à-dire en gros je te livre tout. Parce qu'on a tous des pensées mauvaises, on a tous des pensées mesquines, on a tous des choses comme ça, et mais il s'agit pas de les dévoiler dès lors que elles ne rentrent pas dans le caractérisation d'un mensonge à proprement. Ce qui compte, c'est de préserver la confiance et de préserver la relation, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Et la confiance ne présuppose pas la transparence. Au contraire, même d'une certaine façon, on pourrait dire que la confiance présuppose une forme d'opacité, dans la mesure où si je savais, si on pensait à voix haute, on ferait plus confiance parce qu'on saurait. Et on ne fait confiance que justement parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'autre pense. Et même aussi, chez Kant, on n'a pas de transparence de l'un à l'autre, mais il n'y a même pas de transparence de soi à soi. Et donc là aussi, c'est la même opacité qui joue. Et si on... juste pour revenir peut-être à la lettre à Maria von Herbert, Kant donc lui dit clairement qu'il est du côté de son amoureux et il comprend pourquoi son amoureux a pu justement... Ça a dû la dévaster d'ailleurs, cette réponse. Oui, mais en même temps, il ne s'arrête pas là parce qu'il dit mais la moralité n'exige pas que vous ruminiez dans les remords constants la faute passée, parce que cette attitude-là n'est pas morale. C'est-à-dire la rumination, le remords et la flagellation constante de ces fautes passées. Ça n'est pas ça l'attitude morale. L'attitude morale, c'est celle du repentir, c'est-à-dire de ne pas oublier les fautes passées, mais de les réorienter vers une perspective d'amélioration. Et la consolation qu'offre Kant, c'est de dire, si vous faites ça, eh bien, votre ami ou votre amant, votre amoureux, va bien le voir et vous allez regagner son cœur. Et si vous ne le regagnez pas, alors c'est qu'en fait,
son attirance pour vous n'était que physique et pas morale, et donc que ça ne valait pas le coup, vous ne devez pas vous désespérer. Une vraie réponse de courrier du cœur. Voilà, une vraie réponse de courrier du cœur, exactement. Comme quoi, c'était Comme pas quoi un on si peut- mauvais choix. On va écouter un dernier texte de Kant. Toute fausseté n'est pas un mensonge. De fait, puisque les hommes sont mauvais, il est vrai qu'on se met souvent en danger en honorant scrupuleusement la vérité. Et c'est pourquoi on a forgé le concept de mensonge par nécessité, qui constitue un point tout à fait critique pour le philosophe moral. Mais sachant que l'on peut voler, tromper et tuer par nécessité, il est clair que le cas de nécessité corrompt la moralité tout entière. Car si un cas de nécessité est invoqué, c'est alors au jugement de chacun de déterminer s'il considère qu'il s'agit ou non d'un cas de nécessité. Par exemple, quelqu'un dont il se trouve qu'il sait que j'ai de l'argent me demande « As-tu ton argent sur toi ?» Si je garde le silence, l'autre en conclut que je l'ai. Si je dis oui, il me le prend. Si je dis non, je mens. Que faire en pareille circonstance ? Dans la mesure où je suis contraint par une violence qui est exercée sur moi à un aveu me concernant, dans la mesure où on fait un usage injuste de mon énoncé, dans la mesure où je ne puis me tirer d'affaire par le silence, alors le mensonge est une défense. La déclaration arrachée de force, qui fait l'objet d'un abus, m'autorise à me défendre, car qu'il me soutire mon aveu ou mon argent, cela revient au même. Ainsi, n'y a-t-il aucun autre cas dans lequel un mensonge par nécessité doit avoir lieu que celui où la déclaration est faite sous contrainte et où je suis également convaincu qu'autrui veut en faire un usage injuste. Extrait de Leçons de philosophie morale de Kant de 1777. Kant y met en avant ce concept de mensonge par nécessité. Est-ce que c'est ce texte qui précède quand même de 20 ans l'opuscule destiné à Constant, qui permet en fait quand même d'éviter la caricature et de sauver Kant, au-delà de tout ce que vous avez déplié pendant l'émission, Laura Tavernier? Oui, alors en effet, on peut en faire un tel usage. Kant reprend une distinction qu'il hérite des jurisconsultes modernes, la distinction entre déclaration intentionnellement fausse de mes pensées, falsiloquium, je parle faux, et mensonge, mendacium, là, je parle faux, et c'est condamnable moralement. Et il nous explique que toute déclaration intentionnellement fausse de nos pensées ne sont pas des mensonges. Et en l'occurrence, comme on l'avait dit un peu plus haut, lorsque la crédibilité dans ma parole est annulée par le contexte, à mes yeux et aux yeux du destinataire, alors à ce moment-là, ma déclaration intentionnellement fausse n'est pas un mensonge. Et c'est le cas lorsque ma parole m'est extorquée par la violence, donc elle n'est pas l'expression spontanée de mes pensées, mais quelqu'un veut me forcer à parler, et que l'autre veut faire un usage injuste de ma déclaration, et que je ne peux pas m'en tirer par le silence. Dans ce cas-là, ce n'est pas... Alors évidemment, si Kant reprenait ce texte, si j'ose dire, il modifierait la conceptualité. Ce n'est pas que le mensonge par nécessité est autorisé, c'est que juste ce n'est pas un mensonge. C'est-à-dire, c'est une manière de se tirer d'affaire qui est autorisé moralement parce que ce n'est pas un mendacium, c'est un falsiloquium qui est juste une catégorie moralement neutre. Un dernier mot, François Caloré, pour clore cette émission et sauver Kant, s'il a besoin d'être sauvé. C'est un beau texte qui montre que, justement, par-delà le dilemme un peu caricatural dans lequel on cherche à enfermer Kant, et qui fait que le texte sur le mensonge, c'est le texte préféré de tous ceux qui détestent Kant et qui veulent réduire Kant à être le penseur qui va dénoncer les Juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une position qui est totalement caricaturale et qui n'est pas acceptable. Eh bien, là, on voit bien le travail que fait Kant, un travail de distinction qui montre bien que la défense de l'universel, de l'universalisme, de l'exigence universelle morale qu'il entreprend dans le droit de mentir, et sur laquelle évidemment il ne transige pas, est menée de telle sorte dans l'opuscule sur le droit de mentir que d'une certaine manière elle peut se retourner contre lui-même, et que c'est pas forcément le texte le plus convaincant de Kant sur ce point-là.